Nous allons voir aujourd'hui s'il y a un véritable projet transhumanisme avec les participants à la prochaine table ronde que j'invite à rejoindre la scène. Eden O'Brien, François Vincent, Olivier Babot et Guido Girardi. Je vois Olivier Babot qui arrive en courant. Guido Girardi qui nous rejoint. Bonjour. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Voilà, alors les deux petits clips pour nous mettre un peu dans l'ambiance que vous venez de voir. Le premier, c'est l'intelligence artificielle de Google. Là, il y a un petit échec, je crois, sur cette vidéo-là. Non. Donc, on voit l'assistant, on a vu l'assistant de Google qui prend un rendez-vous à votre place. Ça sera dans la prochaine version d'Android. Vous êtes capable de lui demander de faire ça à votre place. C'est pour nous mettre dans l'ambiance et voir un peu la puissance de Google et des GAFA. Là, c'était un robot de Boston Dynamics, un leader mondial qui appartient aussi à Google, même si je crois qu'ils ont revendu depuis, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, le débat du transhumanisme, forcément, implique les grandes puissances, les grandes plateformes américaines et chinoises aussi. Très peu d'Européens là-dedans, on en parlera tout à l'heure avec André Pietri. Donc pour ce débat sur le transhumanisme, je vais présenter nos intervenants. D'abord, Olivier Babot, au bout de la table. Olivier, vous êtes économiste, vous êtes directeur ou président de l'Institut Sapiens, qui, un peu comme l'Université du futur, est un lieu de débat, de vulgarisation sur les questions liées au NBIC, au Deep Tech. À côté de vous, Guido Girardi, que j'ai présenté rapidement tout à l'heure. Vous êtes médecin, sénateur chilien, vous êtes président du Congreso del Futuro. J'en ai parlé tout à l'heure, c'était aussi un peu un lieu de débat en Amérique latine très important, et avec qui on est content de tisser des liens à l'avenir. Vous êtes venu du Chili, merci beaucoup, on est vraiment ravis. À côté de vous, François Vincent, que je ne présente pas. Eden O'Brien, qui est senior partner chez Dell Computer à Bordeaux. Et vous êtes aussi et surtout le représentant de la Singularity University, qui est très connue en Californie, dans la Silicon Valley, qui a été fondée par Google et notamment Ray Kurzweil, un des personnages centraux dans les débats sur le transhumanisme. Alors peut-être avant de démarrer, peut-être trouver une définition du transhumanisme. Je vais me lancer, vous allez me dire si vous en avez une autre. Le transhumanisme, c'est quelqu'un qui considère qu'il est souhaitable d'utiliser toutes les technologies, toutes les nanobiotechnologies pour augmenter l'homme, pour augmenter ses capacités en général et pour faire reculer la mort le plus possible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est techno-BA et qui considère que les NBIC, les Deep Tech, c'est formidable, à l'opposé de bioconservateurs, si on peut dire. Olivier, ça vous va comme définition ou... Parfaite définition. Guido Girardi, c'est la vision que vous avez du transhumanisme? Oui, je pense que tout le monde migre à faire partie du transhumanisme. Nous sommes tous des transhumanistes.
dans une certaine façon. Parce que nous vivons des données. Hein. Tous nous avons un smartphone, tous nous sommes en train de mettre notre vie, nos sentiments, nos emails, c'est tout sur cet appareil. Moi je dis toujours, cet appareil transforme la vie, ma vie, que c'est une vie analogique, qui court à 120 mètres par seconde, ma neurone, à la vitesse de la lumière. C'est la disruption, c'est-à-dire quand ma vie rentre ici, ça prend une vitesse différente, ça change le monde. Hein. Et dans une certaine forme, sans nous rendre compte peut-être, nous sommes tous dans ce monde du transhumanisme. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau le transhumanisme? Est-ce qu'on n'a pas toujours été finalement transhumaniste tout au long de l'histoire? Est-ce qu'on n'a pas toujours voulu faire reculer la mort et utiliser toutes les technologies? Est-ce que c'est vraiment nouveau pour vous, François Vincent, médecin? Oui, enfin, quand tu présentais la définition, moi je pensais bien entendu à notre qualité. Nous sommes quelques médecins ici dans l'assistance, et mon collègue de droite l'est également. Je crois qu'il faut être attentif aussi dans la définition au côté très individuel de la définition du transhumanisme. En tout cas, c'est une critique que j'apporterai. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde social, dans le partage que nous faisons, je crains en tout cas que dans la notion de transhumanisme, en tout cas c'est ma crainte, justement ça soit trop individualiste. Et que sur une séquence qui nous concerne tous, qui est comment vivre plus longtemps, eh bien comment vivre plus longtemps ensemble. Et je regrette un tout petit peu, non pas dans ta définition, mais dans la réflexion, en tout cas c'est pour y apporter, qu'on ne vit pas qu'avec sa santé, on vit avec notre environnement, on vit avec l'eau que l'on boit, la nourriture que l'on ingère, l'air que l'on respire. Et tout ça, ça fait un monde social sur lequel la définition du transhumanisme, j'ai des fois du mal à l'intégrer. Voilà, je pense que le côté plus collectif me semblerait le plus intéressant. Et pour finir, si en tout cas le rôle du médecin, c'est souvent soigner, quelquefois guérir, on est tous des transhumanistes depuis très très longtemps. Aidan O'Brien, la Singularity University, c'est considéré un peu comme le QG du transhumanisme, fondé par Google dans la Silicon Valley. Ça fait un petit peu peur, en tout cas dans la presse française, on voit ça un peu avec crainte. C'est notre vision européenne, française, littéraire, un peu technophobe. Comment vous voyez les choses, vous? Quelle est la philosophie de la Singularity University américaine et française? Est-ce que c'est la même chose? En fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'effectivement, c'était Ray Kurzweil et Peter Diamandis qui étaient à l'origine de Singularity University. Ray Kurzweil, qui est le directeur du moteur de recherche de Google. Exactement. Donc, qui a tous les projets pour ingénierer le cerveau et tout ça. Donc, effectivement, le positionnement de Singularity University est très clair sur le sujet. En fait, eux, ils ne se prononcent pas sur une date précise par rapport à quand on va arriver le moment de Singularity. En fait, eux, ils préfèrent plutôt de focaliser sur la notion que c'est comment on peut avoir un impact positif sur la société en utilisant toutes ces technologies exponentielles. Donc, ils reprennent un peu le point de François qui disait qu'en fait, le problème, c'est effectivement on peut être trop individualiste. Je pense qu'il y a un vrai problème d'inégalité par rapport à cette technologie. Et donc, effectivement, Singularity University, le monde entier, est vraiment focalisé sur l'impact positif pour toutes les sociétés. Donc, c'est nous, Français, qui sommes un peu technophobes et qui voyons tout ça avec un peu d'effroi. C'est difficile pour un étranger à répondre à cette question. Non, je pense que ce n'est pas forcément technophobe. Je pense que, parce que moi j'ai la chance de travailler un peu partout, et effectivement aux États-Unis où je vais beaucoup, c'est pas la même thriller, mais à côté de ça, en Asie c'est encore différent. Ils sont encore plus friands de technologie. Oui, après l'Asie c'est complètement autre chose parce que le rôle de l'État est très important là-dedans aussi, dans la société en général. Mais non, je pense que ce n'est pas forcément technophobe, mais je pense que les gens n'apprécient pas forcément les risques liés avec cette technologie. Je pense que c'est important de faire les choses comme ça qu'on fait ce soir. Ouais. Olivier Babot, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? On est tous transhumanistes depuis toujours, en réalité. Si on y songe bien, la technologie, elle nous a déjà changé. Quand on a commencé à mettre des vêtements, on a commencé à perdre nos poils, enfin une bonne partie, la plupart d'entre nous. Quand on a maîtrisé le feu il y a 400 000 ans, ça nous a permis de faire grossir notre cerveau. Pourquoi? Parce que quand les
les aliments sont cuits, ils sont plus facilement digérables et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de calories plus facilement, beaucoup plus d'énergie. Le cerveau, là, tel que vous êtes tous assis, il consomme 20% de votre énergie. C'est un coût énorme. Aucune espèce dans tout le règne animal n'a un tel rapport entre son cerveau et la consommation d'énergie. On peut se le permettre grâce au feu. La technologie, elle nous a déjà changé. Combien d'entre vous portez des lunettes? C'est déjà de la technologie. Et la technologie, elle nous change et parfois en mal. Vous savez qu'il y a 10 000 ans, on s'est mis à rester au même endroit et à cultiver la terre et à élever, c'est ce qu'on appelle la révolution du néolithique, hein, la révolution où on a arrêté d'être nomade, ce qu'on a été pendant 99% du temps d'existence des hominidés. Hein, pendant 99% du temps, on était des petits groupes d'une vingtaine, d'une trentaine à se déplacer. On avait des enfants environ tous les 4 ans, nous disent les archéologues. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas en porter plus. À partir du moment où on s'est fixé, le grand avantage du fait d'être sédentaire, c'était de pouvoir avoir des enfants autant qu'on voulait. C'est pourquoi, nous, sédentaires, on a éliminé tous les nomades. Il n'y en a plus. Le problème, c'est que la sédentarité, ça, depuis le début, était foireux. On a perdu 10 cm de taille moyenne. On avait 1,72 m quand on était des nomades. On est passé à 1,60 m. À partir de là, des problèmes qui n'existaient absolument pas ont commencé à exister. Nos dents ont commencé à tomber. On a eu des problèmes de dos. C'était le début de la civilisation. Parce que l'homme, c'est cette tension entre notre être hominidé pour lequel notre corps a merveilleusement évolué et notre cerveau, qui a été le cas pendant 99% du temps. Et puis ce tout petit temps, 10 000 ans, c'est beaucoup trop peu pour que le corps et l'esprit, les structures héréditaires s'arrangent vraiment et évoluent vraiment. Ce tout petit moment de la civilisation, vous savez qu'en 1968, puis on a fêté le 50 ans il y a peu de temps, le livre que tous les étudiants, alors aujourd'hui ils lisent plus du tout ça, mais d'ailleurs est-ce qu'ils lisent tout court, je ne suis pas sûr, mais enfin, les livres que tous les étudiants avaient dans leur poche, c'était Héros et civilisation, de Mercuse. C'était toute l'idée que la civilisation s'opposait au désir libidinal érotique, si vous voulez. Hein. Et ça a complètement disparu. Memento mori. Vous vous souvenez? C'était ce que, au moment du triomphe romain, l'esclave était chargé de dire à l'oreille du général, à son oreille, ce général qui pouvait se prendre pour un dieu, on lui dit « Souviens-toi que tu vas mourir, donc souviens-toi que tu n'es qu'un homme ». Depuis toujours, en réalité, on a tous envie de se prendre pour des dieux. La différence, évidemment, aujourd'hui, c'est qu'on va en avoir la possibilité. On est sur le toboggan eugénique à plein, il n'y a aucune chance qu'on s'arrête. J'ai entendu ce matin à la radio que 81% des Français étaient d'accord pour faire un test génétique pour repérer des maladies. Aujourd'hui, c'est interdit. On vous explique que non, ce n'est pas bien pour vous, il ne faut pas le savoir, vous ne devez pas être au courant de vos gènes. Combien de temps ça va tenir? C'est la seule vraie question. Parce que le toboggan, on est déjà lancé tout plein, en pleine vitesse. Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les moyens de nos ambitions transhumanistes. Guido Girardi, vous avez cette capacité à réécrire le génome, par exemple, le gene editing, ça vous inquiète? Comment vous voyez ça? Bon, moi, je veux reculer un peu. Le transhumanisme, pour moi, c'est un moment de l'histoire qui commence. Je suis d'accord avec Olivier, mais nous avons utilisé les technologies pour changer notre monde. Mais maintenant, on a une disruption, parce que je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin de l'évolution darwiniste des lois de la biologie. Et ça commence une autre évolution, c'est l'évolution technologique, une autre vitesse. Ce n'est pas les lois de la biologie maintenant, ce sont les lois de la physique, je dis. Et ces lois, on ne les comprend pas. C'est dehors de la capacité des humains de contrôler. Parce qu'on est dans une immensité de données, tu vois, l'or du futur, la politique du futur, l'économie du futur, la société du futur, la culture, ce sont les données. Elle parlait de la quantité de données. Bon, envers cette donnée, quelle est la position de l'homme, tu vois? Aucun cerveau peut gérer ces données. Aucune institution démocratique peut gérer, ce sont les machines. Donc, on est en train de faire une association, pour certains, rendre le pouvoir aux machines, tu peux dire c'est une association. Donc, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle vitesse, tu vois? Jamais l'humanité avait eu cette vitesse. Donc, la capacité de réflexion des humains, des institutions, c'est la lutte, c'est la course contre l'obsolescence de toutes les institutions, tu vois. Et c'est dehors de la capacité des institutions et des êtres humains de gérer. Et l'homme peut maintenant dessiner la vie, peut construire une vie. Donc, pour moi, le thème du génie génétique, c'est un problème éthique.
Justement, moi, je fais le congrès du futur. On invite 100 intellectuels, 100 philosophes, 100 prix Nobel de tout le monde. On le fait dans tout le Chili. On a 2,5 millions de gens qui le suivent par les réseaux. Et on a 35 000 personnes. Mais ce sont les frontières. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met la frontière de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie, mais avec les philosophes, avec l'art, pour savoir comment ça va changer la vie des hommes. Et le problème, pour Singularity University, c'est une vision idéologique. Ce ne sont pas les données. C'est qui contrôle les données? Quelle est la vision idéologique? Pour moi, ce qui est en train de remplacer le libéralisme humaniste, c'est la vision de Silicon Valley. Et on va avoir un choc. Un choc idéologique. Parce que ça représente la fin de l'humanisme, la fin du libéralisme, de le libéralisme entendu que l'homme c'est qui mieux sait, ou la femme pour qui voter, quoi faire dans sa vie, quel art. Maintenant, et c'est un processus interne de donner le sens à la vie, avec les données, avec la vision de Silicon Valley, du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est la vision idéologique de Ray Kurzweil? Je pense qu'on doit le suivre, c'est-à-dire maintenant le sens de vie, tu vas le donner à un algorithme. L'algorithme, tu mets tes données dans le courant des données, un algorithme va te dire que faire dans la vie et quel est le sens de vie que tu dois avoir. C'est un peu ça aussi. Et ça commence à partir, tu vois. Ça commence, les jeunes, chaque fois, on est plus dépendant de... Donc pour moi, on ne peut pas vivre sur la civilisation digitale. On doit aller vers là. On doit approfondir la recherche. Mais les monopoles naturels de Facebook, de Google, tu vois, ce sont des monopoles incontestables. On est en train de construire un monde avec une asymétrie de pouvoir, oui, avec une possibilité de contrôle. C'est ça. Donc le problème, c'est, pour moi aujourd'hui, c'est du point de vue politique, de mettre ce thème comme un thème central, qui ne l'est pas, et de dire les données doivent être un bien public. Ne doivent être pas privées, un bien public, parce qu'elles appartiennent à l'humanité. Et si l'humanité se va construire à partir des données, et l'intelligence artificielle, ce sont les données, c'est un nouveau cerveau technologique. Bon, à qui appartient ce cerveau technologique? On va le démocratiser ou non? Pourtant, la grande réflexion, c'est comment on démocratise. On fait la démocratisation du futur des données et comment on peut gérer une société qui fait la participation de tout le monde. On parle de vous comme d'un futur présidentiable au Chili, donc je vais suivre avec intérêt la prochaine campagne. Je sens que les NBIC, le transhumanisme, auront au cœur du programme. Ça sera intéressant. François-Vincent, vous vouliez intervenir sur ce sujet-là? Déjà, je pense qu'on a eu raison, mon cher David, de provoquer cette université du futur, parce que toutes ces questions que vous posez, mon cher Guido, elles sont vertigineuses. Et je crois que c'est plus de la morale, là, c'est de l'éthique. Ça nous renvoie vers une réflexion que j'avais commencé à montrer dans l'introduction. Moi, ce que je voulais dire, simplement, c'est ce qu'a dit Bernard Clavry. Et moi, il y a 15 ans, enfin moi et mes collègues, quand on faisait un génotypage, quand on demandait à son patron dans le laboratoire de faire un génotypage, ça coûtait 100 000 $ et ça prenait 10 jours. Là, pour 99 $, alors vous n'avez pas un génotypage complet humain, mais vous pouvez avoir, d'ailleurs il y a des publicités sur toutes les bonnes chaînes de télévision françaises, pour 99 $, vous avez une grande partie de votre génotypage, une grande partie, en tout cas pour montrer sur vos ascendants et vos descendants. Là où je veux en venir, c'est que moi, mon cerveau, avec ces progrès de la loi de Moore et les progrès du numérique, on peut faire un génotypage. Moi, mon cerveau de pneumologue, cancérologue, travaille avec 3 mutations. Maintenant, avec les progrès de la génétique, mon cerveau devait travailler avec 400 mutations, donc incapable. Si je match ces 400 mutations avec les données de l'IRM, du scanner ou du PET scan, et que j'y mélange la biologie, on comprend bien que c'est impossible. Donc il faut qu'on soit aidé par l'intelligence artificielle. C'est là où l'intelligence artificielle, en tout cas le sens qu'elle me donne, moi en tant que médecin, c'est pour nous aider à mieux traiter nos malades, à mieux repérer les délétions ou les mutations génétiques sur une grande échelle, et ça c'est le progrès des puces et de l'informatique, tel que Bernard Clavry l'a donné. Mais en plus, ça nous permet de réfléchir à l'échelle microbiologique et éventuellement biologique pour donner le meilleur traitement. Et je finis là-dessus, enfin pas tout à fait, c'est qu'en plus, avec justement la puissance des réseaux, alors qui ne sont pas des réseaux sociaux, mais qui sont des réseaux de médecins qui sont... On est tous dans un réseau mondial où on peut matcher l'ensemble de nos données, celles de Bordeaux, de Limoges, de Poitiers, avec Singapour,
San Francisco ou en Italie. Et prodigieusement, on peut avoir une réponse dans la survie et la prise en charge de nos patients qui est radicalement différente de ce que l'on faisait il y a même 2-3 ans. Donc je ne vous dis pas ce qu'on va vivre d'ici quelques années. Donc voilà le vertige. Alors, tout ça pour non pas aller vers le transhumanisme, mais en tout cas vers une meilleure, un meilleur soin et une meilleure prise en charge de nos patients. Eden ? Bon, en fait, moi, je veux juste reprendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure. En fait, moi, je suis pas d'accord qu'en fait, une organisation ne doit pas avoir une idéologie. Je pense que, en fait, au contraire, je pense que c'est extrêmement important. Donc, par exemple, pour Singularity University, notre but, c'est de vulgariser une connaissance autour de ces technologies. Et là, pour moi, c'est extrêmement important parce que si on prend la personne lambda, là, c'est sûr et certain qu'ils n'apprécient pas forcément la différence entre le type de IA qu'on a, entre une IA étroite, une IA généralisée ou une IA super artificial intelligence. Et sans avoir cette connaissance de base, en fait, toutes les conversations qu'on est en train d'avoir, en fait, on ne sait pas à quel niveau on est en train de parler. Parce qu'une IA étroite, on l'utilise tous les jours et c'est très utile et on en bénéficie et c'est super utile pour nous. Par contre, le vrai problème, c'est qu'on va vers une IA généralisée et en fait, on va avoir des problèmes en allant parce que c'est une technologie complexe et difficile. Et le problème, une fois qu'on arrive à ce seuil-là, on ne sait pas combien de temps il va falloir pour arriver à une intelligence une super intelligence. Et donc, une fois qu'on a compris cette structure, là, toutes ces autres conversations qu'on est en train d'avoir, ça a plus de sens. Il faut juste savoir que le vrai problème, c'est comment on arrive, qui va arriver en premier, est-ce que ça va être un terroriste, est-ce que ça va être un gouvernement, est-ce que ça va être les Chinois, est-ce que ça va être les Américains. On peut commencer à traiter les autres sujets une fois qu'on fait un base. Donc cette vulgarisation des connaissances, qui est l'idée derrière Singularity University, pour moi, c'est primordial. Olivier Babot, on parlait de la puissance des GAFA tout à l'heure. Leur capacité d'investissement massif dans les NBIC en général, dans l'IA, leur capacité aussi de soft power, c'est-à-dire d'imposer cette vision au monde. Clairement, le pouvoir est entre les mains de sociétés qui ont un pouvoir géopolitique qui devient plus grand que les États. C'est votre opinion ? Oui, je crois que c'est un constat qu'on peut tous faire aujourd'hui. Google, ou d'ailleurs pas seulement Google, mais la plupart des GAFA, mais souvent Google est quand même plus gros que les autres et plus emblématique. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des religions. C'est-à-dire que l'argent n'est pas le but, l'argent est le moyen, depuis très longtemps. Et c'est tout à fait affirmé, même s'il y a quelques années, ils disaient non, on est là pour faire plus d'argent. Non, pas du tout. L'argent, c'est le moyen, c'est évidemment une grande agence de publicité qui monnaie vos données, en échange, il vous donne des choses gratuitement. C'est le moyen, pourquoi ? C'est tout à fait officiel, hein, effectivement, c'est assumé, appliquer le projet transhumaniste. Il y a un bon livre qui s'appelle Coming Apart de Murray, qui montre combien, dans la société américaine, il y a aujourd'hui une différence de classe très importante entre, on pourrait dire, la classe de la Silicon Valley et le reste. Finalement, c'est l'idéologie de la Silicon Valley qui nous est imposée, en particulier à travers cette pudibonderie débile de Facebook, qui nous est imposée aujourd'hui au monde entier, et on l'accepte. Bon, écoutez, c'est en progression. Le darwinisme, effectivement, il est fini, il a commencé à se terminer au moment où on a inventé la société, puisqu'on a commencé à protéger les plus faibles. Et aujourd'hui, les gens, même s'ils voient mal, ils continuent à survivre, même s'ils chassent mal, ils continuent à survivre, même s'ils sont cons, ils survivent aussi, d'ailleurs. Alors qu'autrefois, ce n'était pas le cas. Ah, il y a une petite exception, vous êtes peut-être au courant. L'année dernière, en 2017, il y a eu quand même 127 morts par selfie, ce qui fait que la perche à selfie est officiellement plus dangereuse que les grands requins blancs, puisqu'il y a moins de morts par requin blanc que la perche à selfie, ce qu'on appelle les Darwin Awards pour le coup, mais il y en a beaucoup moins. Ce que je voudrais dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, en réalité, je ne comprends pas très bien de quoi on peut parler quand on parle de transhumanisme. Pourquoi ? Parce que l'homme, en réalité, on ne sait pas toujours exactement ce que c'est, ou pourtant c'est une somme de contradictions. Vous savez, c'est Platon qui disait qu'on avait 3 parties dans l'homme. On a le nous, le thumos et l'épithumia. Le nous, c'est le cerveau, le thumos, c'est le désir sensible, et l'épithumia, c'est le courage, c'est le désir d'action, si vous voulez. Or, ces 3 piliers, aujourd'hui, ils sont profondément attaqués, et c'est ceux qu'on doit retrouver et qui vont nous poser la question, qu'est-ce qu'on veut emporter sur l'île déserte du transhumanisme ? Très rapidement, le désir, on voit bien que, non, plutôt l'action, on va commencer par l'action. L'action, on est dans une société de l'hyperchoix. Cet hyperchoix, en réalité, comme on ne sait pas choisir, notre cerveau, c'est un
un psychologue de Princeton qui l'a montré, n'est pas calibré pour être confronté à plus de 9 choix, entre 7 et 9 choix. Au-delà, hop, on va vers l'instinct grégaire. En réalité, on voit très bien, la civilisation de l'hyperchoix, c'est la civilisation de l'hyper-uniformisation. On fait tous la même chose au même moment. Angry Birds, 1 milliard de téléchargements. Voilà, 200 millions de minutes par jour où on joue à ce formidable jeu. On fait tous la même chose au même moment. La deuxième chose, c'est le désir. Le désir sensible. Il y a un livre super de Robert Lustig qui s'appelle The Hacking of the American Mind, qui a montré comment les industries, en particulier du sucre et de l'alimentation, nous ont fait confondre plaisir et bonheur, c'est-à-dire sérotonine et dopamine. Plutôt dopamine pour le plaisir et sérotonine pour le bonheur, c'est deux choses très différentes. Et aujourd'hui, de plus en plus, grâce aux petits likes, on a des petites poussées de bonheur qui nous arrivent. Souvenez-vous ce que disait le fondateur de la 20th Century Fox à propos de la télévision. Les hommes se lasseront vite de regarder une petite boîte. Aujourd'hui, c'est 3h50 par jour et par Français de plus de 5 ans en moyenne la télévision. Vous rajoutez 4 heures devant les écrans, on passe notre vie devant les écrans, on est déjà complètement addict. Quand la réalité virtuelle va arriver, essayez Oculus Rift. Essayez Oculus Rift un jour, vous allez voir ce que c'est. Quand ça va arriver, il y a des gens qui vont laisser tomber la vie parce qu'on a tous une vie merdique à côté de la vie idéale que vous aurez en réalité virtuelle. Ça, c'est le deuxième problème. Je termine juste avec le dernier, c'est penser. Penser, c'est le pire. Parce que là, justement, alors il y a une étude super de Nielsen qui s'appelle « What users read on Internet ». Qu'est-ce que les gens lisent sur Internet? Et le résumé était très drôle. « Well, they don't ». On ne lit pas sur Internet. On lit 18% d'un texte. On a une lecture en F. Lire sur Internet, c'est comme lire un livre tout en faisant des mots croisés. Ce sont deux opérations cognitives qui sont complètement différentes. Je vous conseille de lire le livre de Nicholas Carr qui s'appelle « The Shallows, What Internet is Doing to Our Mind », qui montre combien notre cerveau est en train d'être transformé par Internet. On pense de moins en moins, on a une pensée en pointillé, donc les machines vont penser à notre place. Alors Olivier, vous parliez du transhumanisme comme d'une religion. Guido Girardi. Moi, je pense que c'est une idéologie qui remplace les anciennes idéologies, les religions. Et c'est très intéressant comme Silicon Valley nous a transformés. Moi, je dis toujours, ils ont eu l'intelligence de transformer tous les hommes et les femmes de la planète comme une ressource pour leur donner ce qui est important, les données. Et ils ont construit cette identité, je disais hier avec des amis, d'assimiler à liberté la transparence, c'est-à-dire un processus interne qui provoque aux gens la nécessité de donner toutes les données de la vie, les amours, la poésie, de donner tout au réseau. Et pour eux, c'est l'or, tu vois. Mais en plus, ils ont inventé ce processus de la réputation. Nous vivons dans une société où c'est l'économie de la réputation. Et la réputation se fait à travers des données. Et nous sommes tous 24 heures, 7 jours à la semaine, construisant une réputation. Et ainsi que fonctionne Uber. Uber n'a pas besoin de loi, n'a pas besoin d'État, de rien. C'est la réputation. Et c'est à travers de la réputation, de l'économie de la réputation qu'ils arrivent à avoir des immenses quantités de données. Mais c'est intéressant parce que quand tu es, dans une certaine forme, tu es le patron et l'esclave à la fois parce que tu es un entrepreneur de toi-même, c'est la fin peut-être de la politique, c'est la fin des agrégations, tu vois, c'est l'individualisation et c'est tout fait pour donner une accélération à l'économie. Parce que chaque fois qu'ils ont les données, bon, ils peuvent contrôler, ils peuvent prédire les personnes, ils peuvent découvrir ou faire lire des dimensions qui sont inconscientes des gens ou mettre des patrons. Mais s'ils stimulent la consommation, quand tu consommes, ce sont des données aussi. Donc, la promotion de la consommation, c'est aussi pour avoir des données ou les applications gratuites. Comment se financent les applications gratuites en transformant les données avec de la valeur. Donc, on est dans un monde, tu vois, ce n'est pas un phénomène, moi je pense, et c'est en relation avec le changement climatique, parce qu'ils sont en train de mettre comme un sens de vie la consommation. Parce que quels sont les éléments qui bougent les êtres humains aujourd'hui? C'est la consommation. Mais ce monde, avec cette consommation, de la destruction créative, de la nouveauté, d'avoir consommé et jeté, est viable avec le monde qui vient. Et il y a beaucoup de thèmes qui sont très intéressants. Et aussi le monde du travail, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans un monde où l'intelligence artificielle, la robotisation, qu'est-ce qu'on va faire? Un monde plus
équitable, moins équitable. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui ne travailleront pas? Nous, les médecins, avec le robot de Watson, on va avoir des problèmes, mais aussi les avocats. Mais peut-être ils vont être plus justes. On a fait une étude en Israël qui montre que les juges, quand ils ont faim, ils sont beaucoup plus durs que quand ils mangent. Peut-être les robots ne vont pas avoir ce problème, tu vois. Donc, on rentre dans un monde que je pense que le problème, c'est on ne pourrait pas vivre sans le monde digital. On doit l'utiliser. On ne pourrait pas avoir des avions, de la météo. On ne pourrait pas avoir déchiffrer le génome humain. Mais le problème, ce n'est pas ça. Moi, je pense que l'être humain doit sortir de la Terre très vite. Notre cerveau, c'est fait pour gérer la Terre. Si on veut aller dans notre galaxie, peut-être on a besoin de l'intelligence artificielle. C'est un autre cerveau, mais c'est le problème qui va avoir le contrôle. Et là, on a un thème de contrôle, on a un thème de si l'intelligence artificielle va être plus performante, plus intelligente que les hommes. Si on va, il y a Nick Bostrom qui dit une chose très intéressante avec son livre Super Intelligence. Il dit on peut contrôler le lion, non pas parce que nous sommes plus forts que le lion, mais parce que nous sommes plus intelligents. Qu'est-ce qui va arriver quand il y aura une intelligence artificielle qui peut être plus intelligente que nous? Alors, il y a beaucoup de thèmes que je pense qu'on n'est pas en train de réfléchir comment les aborder sans peur. Moi-même, je pense qu'on devra faire des changements génétiques. Si l'homme veut aller dans l'espace ou la femme, on doit changer notre génome parce que les radiations cosmiques détruisent notre ADN. Il y a Romesberg qui est en train de faire une étude très intéressante d'augmenter les bases du ADN pour avoir plus de combinaisons d'aminoacides. Parce que notre corps, notre ADN est fait pour la planète Terre. Si nous voulons aller dans une autre planète, on devrait avoir beaucoup plus de possibilités d'options de nanorobots protéiques pour confronter les autres. Donc peut-être on doit le faire. Peut-être c'est la mission de continuer l'évolution, de continuer notre évolution. C'est ce qu'on doit faire, tu vois. Mais le thème, c'est qui va prendre ces décisions, où va se résoudre, quel pouvoir on va contrôler. Parce qu'on est en train de faire la construction du pouvoir du 21e. Comment va être ce pouvoir? Ce sont les discussions que je pense que c'est l'intérêt de cette conversation. Alors précisément, sur la question du pouvoir et de l'impact de l'Europe et de la France et de l'Amérique latine sur ces enjeux éthiques vertigineux, on constate aujourd'hui que nous sommes, nous, en Europe, une colonie numérique et qu'en réalité, le futur, il ne s'invente pas ici. Il ne s'invente pas non plus au Chili, il s'invente dans la Silicon Valley, en Chine, un petit peu sur la côte est américaine. C'est circonscrit à quelques endroits. Comment on fait, François Vincent, par exemple, pour ne pas perdre la main sur la médecine, qui devient une médecine de données, qui devient une médecine pour laquelle Apple ou Google, pour ne citer qu'eux, ont beaucoup d'appétit? Comment on fait pour garder la main, nous, en Europe, alors qu'on est plutôt spectateurs plutôt qu'acteurs des technologies qui sous-tendent le transhumanisme? Je suis déjà un peu moins pessimiste parce que même si la colonie numérique, en tout cas, moi je ne me sens pas, lorsque je prends en charge dans ma profession, des patients tout à fait colonisés. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à l'auteur d'une région, mais aussi qu'on réfléchisse à l'auteur de l'État français, mais également au niveau européen. Je crois que l'avenir, en tout cas, la réflexion fondamentale est celle, encore une fois, vertigineuse d'une réflexion éthique au niveau européen. Donc, je pense que moi, je dis à mes étudiants, vous savez, pour revenir terre à terre avec transhumanisme, mais un chercheur chinois ou un Français, on peut créer 1 mm3 de cerveau humain. Le Français, lorsqu'il a créé 1 mm3 de cerveau humain, il est confronté à un comité d'éthique qui va lui dire non, c'est du cerveau humain, même si ça fait 1 mm3, vous ne pouvez pas le jeter dans la poubelle. Et l'histoire qui a été publiée, enfin c'est une publication scientifique récente par une équipe chinoise, ils ne sont pas posés la même question. Ils ont pris le bout de cerveau, qui était pour eux un bout de cerveau humain, mais ils l'ont mis à la poubelle en quelque sorte. C'est peut-être là-dessus qu'il faut que nous puissions... moi je leur dis, toutes les grandes découvertes, que ce soit les mathématiques, la physique, la médecine, elles ont été faites en Europe.
quand vous allez malgré tout dans l'ensemble des congrès américains, ils regardent les Européens et les médecins de Nouvelle-Aquitaine avec aussi intérêt. Donc ça marche, ils les rachètent, c'est ça? Ouais, je ne suis pas certain. Bernard Claverie parlait de Poietis, enfin tu l'avais évoqué. On a le Google Analytics du génotype humain qui va s'installer en Nouvelle-Aquitaine. On n'est pas encore une colonie, hein. Je parle de Sophia Genetics. Voilà, on a déjà, nous, un coup d'avance avec l'innovation de la région. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs régions, plusieurs États européens, non pas pour être contre les GAFAM ou les BATX. Voilà, il faut qu'on travaille dans ce monde que vous avez... voilà, dont je vous rejoins en partie. Je finis simplement, parce qu'on fait tous des citations, mais il y en a une qui me revient de Pierre Bourdieu. Alors, on est peut-être loin du transhumanisme, mais si le monde social m'est supportable, c'est que je peux le contester. Et moi, je voudrais que l'Université du Futur soit un lieu, non pas de contestation, mais de réflexion, pour éventuellement réfléchir à un transhumanisme un peu différent de celui qu'on veut nous imposer. Aidan O'Brien, vous voulez réagir? Oui, je rebondis juste. Je ne suis pas pessimiste parce que ce n'est pas trop mon genre, mais je suis plus inquiet, je pense, que François. J'ai eu la chance de passer quelques jours avec le NSA, le CIA l'année dernière, et très clairement, par rapport aux données, on est à la ramasse. C'est clair et net. Et donc là, en fait, quand on parle avec eux, c'est sûr qu'on a beaucoup d'innovations ici, et surtout dans le domaine médical. Je reconnais énormément de très bonnes choses ici, mais il n'y a personne là-bas qui regarde ce qu'on fait pour essayer de dire comment en fait on peut copier ça, pour essayer d'améliorer ça. Pour moi, en fait, le vrai enjeu, le problème, notamment par rapport à l'IA, c'est le rôle de l'État pour assurer les citoyennes, pour essayer de le réglementer un peu, parce que là, pour l'instant, je trouvais le schéma de Bernard dans son présentation avec le petit cercle, avec les options différentes, je trouvais ça très bien. Et je pense que le problème, en fait, il y a beaucoup de refuser et un peu de contrôler. Et il y a très peu ici en Europe qui veut favoriser ou même de laisser faire. Et ça, on voit ça beaucoup plus souvent aux États-Unis et en Chine. Et en fait, même en Chine, le rôle de l'État, c'est très important justement pour faciliter ça. Je pense que les autorités réglementaires, ou le gouvernement, l'État, ici en Europe, en règle générale, n'est pas bon. Ils sont trop longs par rapport à ce sujet, notamment par rapport à l'IA. Ils sont très contents de réglementer tout ce qui est blockchain, parce que l'origine de blockchain, c'est autre chose, c'est le cyberpunk, donc ils voient ça comme un danger. Ils ont laissé les IA progresser énormément, notamment parce que c'est avec les sociétés consommateurs, donc on est très contents. Donc, pour reprendre ce que disait François tout à l'heure, Olivier tout à l'heure, je ne pense pas que c'est forcément que le GAFA, il nous impose des choses. En fait, on était très contents de les avoir aussi. Il faut reconnaître notre partie dans le truc aussi. Donc, je pense que le problème de l'État, s'ils peuvent aller un peu plus vite, tout en sachant qu'ils ne peuvent jamais aller aussi vite que les sociétés technologiques, les technologies, encore une fois, comme Bernard Lévy dans son slide, la technologie va toujours aller plus vite. On a besoin d'avoir l'État, de réfléchir un peu, d'avoir un peu de recul. Mais là, pour l'instant, la vitesse de la technologie, c'est juste trop pour l'instant. Et donc, il faut qu'on trouve des nouvelles moyens de gouverner nos sociétés, à mon sens. Olivier, sur cette question. Les amis, c'est râpé. C'est perdu. C'est déjà fini. Ne menons pas le combat d'hier. Ne commençons pas à édifier une magnifique ligne Maginot, parce qu'on est très fort là-dessus, et à attendre. Ça va passer par les Ardennes. Ça, c'est sûr. De toute façon, on est déjà dépendant de Google. Le projet et l'enjeu, il est aujourd'hui, qui va dominer le monde? Vous avez un État qui a parfaitement ce projet-là et qui a les moyens. C'est la Chine qui l'a assumé, qui a une vision longue, qui sait exactement ce qu'elle fait. Et elle a réussi à mettre ses propres entreprises, les BATX, à ce service, en créant, vous le savez, le plus gigantesque système de contrôle. La Chine, c'est devenu une prison à ciel ouvert, hein, il faut quand même le dire, avec un système de notation sociale, où on recoupe tous vos faits et gestes, y compris les caméras de reconnaissance faciale qui regardent si vous traversez en dehors des clous. Si vous avez une mauvaise note en tant que citoyen en Chine, maintenant, vous n'allez pas pouvoir plus difficilement voyager, vous aurez un accès plus difficile au travail et au logement. Autrement dit, vous allez petit à petit être complètement rééduqué. Malheureusement, je ne crois pas que ça soit un modèle pour lequel on se soit vraiment, on pourrait dire, préparé et auquel on réponde vraiment en France et de façon générale en Occident.
La réalité aujourd'hui, c'est celle d'un État nounou. Il y a longtemps, hier ou avant-hier, notre ministre du numérique nous expliquait qu'il fallait commencer probablement à réguler le temps passé sur les réseaux. La réponse de l'État nounou qui vous explique ce que vous devez savoir, pas savoir, ce que vous devez faire ou pas faire, malheureusement, je pense que c'est voué à l'échec. À l'échec, pourquoi? Parce que ça va finir par faire exactement la même chose que la Chine, sauf qu'on aura pris, on pourrait dire, une raison différente, mais le point d'arrivée sera exactement le même. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'abord croire en l'homme et à sa capacité à réagir. C'est pour ça que notre débat aujourd'hui est important, qu'on soit conscient de ce qui est en train de se passer. La plupart des gens, ils s'en foutent complètement. Ils donnent toutes leurs données, ils sont totalement dépendants. Il faut effectivement qu'il y ait des réponses en termes réglementaires. Les deux trucs que l'Europe a vraiment exportés dans le monde dernièrement, c'est quoi? C'est la TVA et le RGPD. Le règlement sur... c'est pas si mal, en fait, en réalité. On est très fort pour faire des règles, c'est un peu une donnée compétence. Le RGPD, mon avis, c'est une bonne idée. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que c'est quand même une bonne idée, c'est un progrès. Mais ne soyons pas naïfs, on est obligé de faire alliance avec les GAFA. On n'a plus le choix, sinon la Chine nous bouffe, tout cru. Je vais juste rajouter très vite juste une chose sur la Chine. Il ne faut pas oublier qu'en fait, le progrès que la Chine a fait, en fait, c'est hyper récent. C'est genre 2 ans. Et donc, du coup, pour nous, je ne dis pas que l'avenir de l'Europe, c'est fini, pas du tout. En fait, il faut juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre auprès des autres pour aller plus vite. Alors, dernière question, peut-être. Imaginez-vous un nouvel échiquier politique. Un nouvel échiquier politique opposant non pas la droite et la gauche dans le futur, mais plutôt des transhumanistes face à des bioconservateurs qui s'opposeraient sur la pertinence, par exemple, de réécrire le génome, d'hybrider l'homme et la machine. C'est ce vers quoi on se dirige globalement à l'échelle de 10, 20, 30 ans. Est-ce que ça sera ça, peut-être, l'échiquier politique du 21e siècle? J'espère qu'on ait une confrontation, parce que la vitesse est si profonde, c'est si vite. Pour moi, dans le monde analogique, 1 seconde, c'est rien. Mais 1 seconde, dans le monde digital, c'est tout. 2/3 de tous les bourses sont gérées par des algorithmes dans 1 millième de seconde. Donc, le problème, c'est que le politique, les gens ne sont pas en train de participer à un débat parce qu'ils sont hors. Et c'est un problème. Il n'y a pas de débat. Moi, je pense que la gauche et la droite traditionnelle n'ont aucune réponse pour le 21e. Ils sont analogiques, ils sont dans un autre monde. Donc, cette incertitude qui crée tout ce monde qui vient est capturée par les populismes, mais qui n'ont pas de réponse, mais ils traitent le symptôme, pas les causes. Et c'est très intéressant parce que je suis d'accord avec Olivier. Je ne suis pas d'accord que le darwinisme a permis la euthanasie. En tirant dehors je pense qu'on a construit une société de diversité et le problème c'est qu'on peut aller dans une société au futur de caste biologique. Ça, c'est une autre discussion. Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Qu'il y a aujourd'hui une confrontation géopolitique et qui va plus loin que la gauche et la droite. C'est la vision américaine avec GAFA qui se confrontent. L'Europe, lamentablement, est dehors de cette discussion. Tu vois, il ne fait pas partie du match. Mais peut-être et avec les Chinois. Peut-être précisément parce qu'on n'est pas acteur de cette technologie. Parce que c'est la Chine, c'est la Russie peut-être avec Poutine qui essaie. Mais moi, j'ai été invité par l'Académie des sciences Chine en mars. Et c'est une chose très forte. Mais c'est qui arrive partout. Les gens ne payent pas avec de la monnaie. Parce que si tu payes avec la monnaie, il n'y a pas de mémoire. C'est fini. Tout le monde paye avec WeChat. Donc, ils savent tout. Où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Et si tu sors dans la rue, ils savent si tu es content, si tu lis le journal, ils savent quelle partie du journal te fait plaisir. Mais ça arrive aussi pour nous. Pour nous, Google, c'est la même chose. C'est exactement, tu vois. Et c'est une confrontation très forte. Et, par exemple, quels sont mes mépris? Google a un programme qui s'appelle Loon, qui veut en plus non seulement avoir les données, mais avoir les autoroutes par où marchent les données. C'est-à-dire, ils veulent donner de l'Internet pour les pauvres. Qu'est-ce que c'est? Ils vont avoir les données, mais ils vont avoir les autoroutes. Il y a Facebook qui a un projet qui s'appelle Internet.org. C'est la même chose. Ils veulent donner l'infrastructure pour que... C'est-à-dire, c'est le pouvoir total. C'est ça que je pense qu'on devrait essayer, ce ne sont pas les données, de donner une vision politique. Parce que le monde peut se gérer comme le monde d'Uber. C'est-à-dire un monde qui est tout à fait dehors de la gestion de nous, les êtres humains.
on pourrait parler de ou la démocratie pour certains, ou la dictature des plateformes, mais où le rôle des êtres humains peut être un rôle très marginal, c'est-à-dire, et par exemple, si je prends ça, ce sont des capacités augmentées pour moi ou diminuées pour moi. Pour la machine, c'est augmenté, mais pour moi, si je perds ça, j'ai perdu dans mon cerveau la capacité de mémoire. Et les futures générations n'auront pas de câblage neurologique. C'est-à-dire, c'est très intéressant comme nous sommes en train de changer et nous sommes en train de sélectionner notre continuateur évolutif. Et on peut décider, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est à nous de décider sur le futur de l'humanité. Ça, c'est un thème éthique, c'est un thème de responsabilité qu'on a avec l'intelligence artificielle, avec tous ces domaines. Pour la première fois, l'humain a dans ses mains le destin du changement climatique et le destin de où on va aller, quel est le sens de l'humain dans le futur, dans quelle dimension on veut utiliser la technologie, quelle est la civilisation qu'on veut construire. Ça, c'est très intéressant et c'est une forte responsabilité. C'est une forte responsabilité. La mienne, c'est qu'il nous reste 2 minutes. Alors, je voulais savoir s'il y a des questions dans la salle, éventuellement. On a le temps d'en prendre une ou deux. Levez la main. Monsieur, je vous demandais de poser une question très très courte. Une jeune fille va vous donner un micro au milieu du rang. Attendez, le micro vous arrive. Une question très courte. Tout simplement, je pense que tout le monde se trompe avec l'intelligence artificielle. On appelle ça l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. Ce n'est ni plus ni moins que de la mathématique. Donc, je me pose la question de savoir si on n'est pas tombé dans un monde de fous. Alors, est-ce qu'on est tombé dans un monde de fous? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Guido, très rapidement. C'est vrai, mais il y a une émulation des fonctions mathématiques de notre néocortex. Parce que nos neurones, ça fonctionne aussi comme avec des fonctions mathématiques. C'est très intéressant. Et AlphaGo 0, c'est une intelligence artificielle qui a eu de la créativité, qui a eu de la capacité d'innovation et d'apprentissage seul. Et on doit mettre attention, tu vois, parce que c'est un monde qui vient. Et peut-être qu'on ne comprend pas très bien, parce que nous sommes en train de créer un monde qui nous connaît très bien. L'intelligence artificielle nous connaît très bien à nous, mais nous ne connaissons pas. Et ça, c'est l'intéressant, ça, c'est le défi qu'on a. C'était pas tout à fait votre question. Non. Oui. Mais très rapidement, parce qu'on... C'était pas une question, c'était une constatation. Oui, non, mais... En fait, je n'ai pas posé tellement de questions. Je fais un constat que je confirme par ma conviction, peut-être. Mais j'aimerais bien participer au débat parce que j'ai beaucoup de choses à dire qui vont au-delà de la simple appellation intelligence artificielle, qui d'ailleurs sont deux mots qui ne peuvent pas s'associer ensemble. Intelligence, c'est l'art de s'adapter à un monde nouveau. L'artificiel, ce sont des connaissances qui vont évoluer. Dans vos machines que vous dites qui vont penser, les connaissances vont évoluer par l'être humain. Et dans les machines, si on ne les fait pas évoluer, ça me fait que vous confirmer qu'on est finalement dans un monde de fous qui ne regarde que par le passé. Et une dernière question là, monsieur, puis on va devoir s'arrêter là. Oui, merci beaucoup pour vos propos très intéressants. Je voulais savoir ce que vous pensiez des 1 milliard de chrétiens, 1 milliard de musulmans, 1 milliard d'hindouistes, 1 milliard de bouddhistes qui sont dans un rapport à la mort qui est très particulier et qui, à mon sens, sont très très éloignés du transhumanisme et qui ont encore des puissants moyens. Donc je pense qu'au-delà de tous les convivialistes et de tous les acteurs, heureusement nombreux, qui résistent à cette puissance de technologie qui a des aspects très positifs, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs. Il y a toutes les religions et toute leur puissance et qui sont, à mon avis, des opposants très très forts au transhumanisme. On va s'arrêter là. Qui peut répondre, Olivier? C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est vrai que l'opposition entre transhumanisme, pro-transhumanisme, on pourrait dire, et bioconservateur est peut-être le vrai clivage. Ce qui est vrai, c'est que quand vous allez être en face du choix, le toboggan, il va avancer comment? Il va avancer par nos enfants. On veut tous être les meilleurs parents du monde et leur donner le plus de chances possible. Quand vous avez la possibilité d'augmenter le QI de vos enfants, de lui enlever toutes les maladies, de lui permettre d'être grand, beau et fort, il y a beaucoup de parents qui vont dire oui. Il y en a peut-être certains qui vont dire non, mais moi je parie qu'à terme, ça sera peut-être une minorité.
Si il y a beaucoup de monde, je ne sais pas si vous avez lu Wells, la machine à remonter le temps, à la fin, donc ils arrivent vers l'an 6000, il y a 2 humanités, il y a les Morlocks qui vivent sous terre et qui se nourrissent des Elohim qui sont au-dessus. Probablement, on pourrait aller vers une sorte de diffraction de l'humanité. Et pour revenir à votre question, monsieur, car c'était une question tout de même, vous avez tout à fait raison, l'intelligence artificielle, c'est une mode, en réalité, c'est des algos. Parler d'intelligence forte, aujourd'hui, intelligence artificielle forte, de la singularité, etc., c'est comme au 19e siècle, parler du TGV ou de la fusée sur la Lune, à peu près. Donc, c'est pas, on ne le verra pas, il n'y a aucun problème. En revanche, aujourd'hui, enfin d'ici 5 ans, et déjà maintenant, ça va paraître diablement réel quand un ordinateur pourra piloter la voiture ou piloter un avion aussi bien qu'on le fait. Et la conséquence sur les emplois, ça va être aussi réel. Donc, dans les verticales, on a les intelligences artificielles, appelons-la algorithmes, hyper fortes. Et là, il faut qu'on soit capable d'interléguer, c'est-à-dire de faire des liens, d'avoir des connaissances transversales si on veut continuer à avoir une valeur ajoutée dans notre économie. Je vous remercie. Culture générale. Je vous remercie tous les quatre. Dont on a besoin. Merci François Vincent, merci Guido Girardi, Olivier Babot, Aidan O'Brien.